Bonjour. Merci d'être l'invité de l'édition spéciale cette semaine. Vous êtes la CEO intérim du MIUD, le Mauritius Institute of Directors. Alors, bonne nouvelle, vous avez un nouveau board qui a été élu il y a quelques jours. Oui. Donc, c'est un travail qui est dans la continuité, on pourrait dire? Exactement. On a eu notre annual members meeting le 20 octobre et on a regardé les mêmes membres du board que le board d'avant. Mais est-ce que c'est avisé de garder tout le temps les mêmes... Laissez-moi vous taquiner un petit peu. Est-ce que c'est avisé de garder les mêmes membres Quand du il y a board? des places libres, on fait appel à d'autres personnes. Mais pour le moment, on n'avait pas de place libre. Il n'y avait pas les vacancies. Et bientôt, on va sûrement changer certains membres du board. Oui. Je sais que la MIUD a beaucoup travaillé pour qu'il y ait un gender balance à travers le board. Est-ce que vous-même, vous êtes en train d'augmenter le pourcentage arrivé Exactement. au 50%? On est dans la bonne direction. Nous avons 4 dames qui siègent sur un board de 11 personnes actuellement. Donc, vous êtes à presque 50%. Il faudra encore deux pas pour encore renverser. 50%. Oui. Quelle est la terminologie d'un directeur? J'ai parlé à vos prédécesseurs. D'accord. Quelle est la déterminante? Maintenant, c'est quoi un directeur? Parce que dans la tête du Mauricien, directeur, c'est celui qu'on rencontre dans le magasin, c'est un directeur. Maintenant, il y a des directeurs à tous les côtés. Maintenant, le directeur, c'est quoi le directeur au niveau du board? Au niveau du board, il y a plusieurs titres pour les directeurs. Il y a les independent directors. Ce sont des personnes qui n'ont pas de lien avec la compagnie, pas de lien direct ou financial. Il y a les executive directors, comme moi je suis un executive director parce que j'ai travaillé comme CEO par intérim, alors je suis devenue executive director. Par contre, avant j'étais independent director. Dans certains boards, il y a les alternate directors, mais nous on préfère de ne pas avoir les alternate directors. À une époque, il y avait non-executive directors. Ce terme-là existe toujours bien, on a changé le mot. Ça existe toujours, oui. Non-executive, c'est plus ou moins un independent director, oui. Vous faites toujours des formations parce que dans le passé, j'étais là, je voyais un peu ce que vous faisiez, notamment l'audit, GPRS, IFRS, Good Governance, lancement du Good Governance. Exactement. À l'empreinte du MIUD. On fait plusieurs types de formations. On fait les formations à les short courses, les short workshops d'une demi-journée, une journée, 2 jours, quelquefois 7 jours. Mais on fait aussi un cours de Director Development Program en collaboration avec le Open University. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus long qui mène à Postgraduate Certificate in Corporate Governance et éventuellement Postgraduate Diploma et un Master's en Corporate Governance et a Chartered Directorship. Les entrepreneurs, ils sont intéressés maintenant à venir des membres du conseil d'administration? En fait, ce qu'on veut faire, c'est de professionnaliser les directeurs d'un conseil d'administration. Souvent, des personnes siègent sur les boards sans avoir une formation spécifique pour les roles and duties des membres. Alors, l'idée est de professionnaliser les directeurs à Maurice. Ce que vous me dites là, Mme Hamid, depuis longtemps, j'entends depuis 3, 4 ans, 5 ans, j'entends ça. Est-ce qu'on a avancé sur ce dossier de professionnaliser les personnes qui siègent dans un conseil d'administration? Bien sûr, parce que si on regarde le nombre de personnes qui ont passé par une formation, à moins qu'ils ont dormi pendant les workshops, chaque formation aide à la personne de comprendre une partie de leur responsabilité. Ça peut être la partie de risque, ça peut être la partie de finance, ça peut être la partie de roles and responsibilities, mais à travers une formation, effectivement, les membres des conseils d'administration gagnent quelque chose. Et de plus en plus, au niveau des boards, c'est très très important d'être au courant de toutes les législations qui existent. Ce que vous me dites, il faut que les directeurs soient au courant un peu des nouveautés, peut-être le Covid Bill. Exactement. C'est ça. Pendant du Covid, vous avez sorti un Directors Forum, la publication numéro 5. Il y a quelques semaines, on peut dire au mois de septembre, COVID-19, Key Consideration for Directors. Alors,
En tant que membre d'administration d'une grosse entreprise, petite entreprise, qu'est-ce que je dois lire dans votre document? En fait, ce sont des guidelines, des key considerations pour les directeurs. Alors, parmi cette masse d'informations, des publications partout, on voulait cibler les directeurs pour les aider à focaliser sur les points prioritaires pendant la période. Mais on réalisait qu'il y a beaucoup de points prioritaires. Alors, il y a une liste dedans. Peut-être si on regarde directement les conclusions, c'est plus facile à voir. Premier, vous parlez de strategic leadership. Oui, mais strategic leadership, c'est at any time. C'est pas juste pendant la période de COVID. Si on regarde la dernière page, page 18, là, on a dit qu'en conclusion, the board must build resilience to achieve goals and aspirations following the pandemic, must take cognizance of the sentiments of all stakeholders and ensure good communication channels are in place. Alors, le rôle de la communication est important. Build stronger relationships and maintain close and regular contact with financial service providers, regulators, and the government. Keep up to date with the financial position of the organization and evaluate projected financial scenarios on an ongoing basis. Parce qu'il y a certaines compagnies qui sont en difficulté. Keep track of existing risks not associated with COVID. Il y a quand même les problèmes de finances, les problèmes de l'emploi. Face reality and identify areas that need specific attention. Alors l'idée est de les aider à focaliser où il faut mettre l'effort pendant la période de COVID. Mais quand j'écoute un peu le monde du business des entreprises, on est en train de parler du financial impact. On parle généralement, quand vous lisez la presse, vous entendez Bien que sûr. bon, le ministre des Finances, lui aussi, il a annoncé certaines choses, mais on a l'impression que dans les boards, on parle que d'argent, que revenus. Est-ce qu'on va baisser, on va couper les frais? Est-ce que Mais bien ce sûr, sont des choses qui se décident à ce niveau? Oui, c'est essentiel pour le board de regarder toutes les financial implications. Mais non seulement ça, il ne faut pas juste focaliser sur les finances, il faut focaliser sur l'être humain, les ressources humaines. Parce que sans ressources humaines, l'île Maurice n'a pas beaucoup d'avenir. C'est pourquoi nous, au niveau de l'MIOD, on pense qu'avec la formation, ça peut aider les personnes à devenir plus résilientes, chercher du travail, même pendant les périodes qui sont difficiles. Donc vous avez aussi dedans, je crois, dans le financial oversight, vous parlez de la liquidité aussi. Oui. C'est un terme assez technique. Il y a plein de directeurs qui ne vont pas comprendre c'est quoi la liquidité. Donc, il faut avoir des personnes au sein de ce board-là, qui sont des comptables, des analystes, pour pouvoir un peu devant. C'est ça, parce que le board a besoin non seulement de voir le short term, mais ils ont besoin de voir plus long terme. Alors, on parle de cash flow, de liquidity, de reserves, toutes les incentive schemes que le gouvernement propose. On parle du terme de going concern de la compagnie. On a besoin de voir au niveau du audit committee if the company is a going concern ou pas. Ce sont des termes techniques mais nécessaires pour vraiment comprendre le fonctionnement de la conseil d'administration. Il faut aussi décider au niveau du dividende. Ça c'est un peu plus pour les actionnaires. C'est ça. Est-ce que on donne, on paye pas, on redeem, on envoie pour l'année prochaine. Ce sont des décisions qui sont. Est-ce que ce sont des décisions? Vous êtes au sein d'un board d'administration ou plusieurs? Ce sont des décisions faciles à prendre, ça? On a l'impression que c'est facile. Mais non, quand on va communiquer, le board a décidé que nous allons remettre 1,25 € par action. On a l'impression que c'est des choses faciles. Ce sont des décisions. En fait, moi, je ne suis pas sur les boards qui donnent des dividendes. Alors, je n'ai pas d'expérience spécifique dedans, mais bien sûr, les dividendes sont basés sur les profits de la compagnie, mais les profits sont une analyse dans un point in time, a point in time, et pour voir l'avenir, quel va être l'effet de tous ces problèmes-là.
c'est autre chose. Vous dites aussi que pendant la crise du Covid, le management doit avoir aussi l'infrastructure informatique, le Exact. IT. Oui, oui, oui. La raison, c'est pour protéger les employés et les clients. Bien sûr. Ça aussi, c'est important. Mais pourquoi ça va dans le Covid? Moi, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. OK, Ça n'a d'accord. rien à voir du tout OK. entre le IT avec le Covid. OK, mais avant le Covid, il y a des compagnies qui avaient des facilités de IT qui étaient cloud-based. Alors, quand on est cloud-based, ça veut dire qu'on peut travailler from anywhere, work from home, work anytime, work anywhere. Par contre, il y avait d'autres compagnies pardon, qui n'avaient pas ces facilités et il fallait get up to speed très très rapidement. On peut prendre tous les exemples des secteurs du gouvernement qui avaient besoin de travailler sur le Wage Assistance Scheme, le Self-Employed Scheme. Il fallait que les services de la MRA mettent tout en pratique pour que leurs équipes travaillent à la maison. Ils avaient acheté des laptops, ils avaient assuré que tout le liaison était secure. C'est ça qu'on appelle IT readiness, IT preparedness. Alors, soit on est déjà préparé, soit il fallait faire rapidement, ou maintenant, d'autres personnes sont en train de le faire après, parce qu'on ne sait jamais quand on va avoir une autre pandémie ou une autre... Quelle est l'importance de l'external audit dans tout ce document-là? OK. Le rôle de external audit, c'est de vérifier tous les comptes, que tout est fair and true. Alors, il vient à la fin d'une année financière pour analyser les comptes, pour regarder si on répond à tous les auditing standards, accounting standards qui sont en place actuellement à Maurice. Mais pendant le Covid, ça veut quoi? Que personne n'a joué avec les fonds parce qu'il n'y avait pas de superviseur à l'arrière dans le dos, il y avait moins de contrôle peut-être? Non, je pense pas. Non. On a dit que c'est de plus en plus important d'avoir la communication avec l'internal audit, l'external audit, pour assurer que tous ces risques qui sont liés avec des problèmes de finances sont bien identifiés. Parce que le audit committee a besoin aussi de regarder les risques. Et le board doit faire une très bonne communication dans ce genre de moments de crise où les décisions coûtent de l'argent. Bien sûr, avec tous les stakeholders, de montrer qu'il y a quand même un leadership, montrer qu'il y a quand même une stratégie pour la compagnie, pour qu'il n'y a pas de panique dans les stakeholders. Mais ça fait partie aussi du National Code of Corporate Governance de 2016 aussi, ça. La communication à l'intérieur du board. Bien sûr, oui. C'est la sine qua non pour moi d'avoir une bonne communication à tous les niveaux, vertical, latéral, avec tout le monde, oui. Vous parlez aussi de communication avec les communautés, le management, c'est un flow permanent. C'est pas from top to bottom, mais Bien sûr. Et surtout dans le monde actuel, on ne peut pas dire que c'est le manager qui est au courant de tout et les employés sont là pour écouter les instructions. On est devenu sur flat-based dernière question type de travail. Ouais. Si vous permettez, dernière question sur ce document-là. Vous dites sur le point 5.1, The pandemic is seriously challenging the leadership of both the chairperson and the CEO. Donc, c'est-à-dire il faut avoir des directeurs, un chairperson et un CEO qui a des épaules très solides. Ça, c'est vrai. Premièrement, dans le code, c'est clair qu'il faut une séparation de ces rôles-là. Dans certaines compagnies, dans le passé surtout, il y avait un amalgame de ces deux rôles. Quelquefois, il y a des chairpersons qui rentrent dans les opérations, donnent des instructions à des équipes d'opérations. Il faut que ça soit vraiment clair qui fait quoi. Et aussi, le chairperson est là pour motiver et aider l'équipe quand il faut.
Mais quand un CEO, il est directeur, disons, exécutif, et ça fait pas un clash généralement? Parce que peut-être qu'il ne serait pas d'accord, mais on est en train de l'obliger de faire quelque chose qui n'est pas foncièrement d'accord, mais il est obligé de le faire. Ça ne fait pas des cas de conscience, ça? Ça peut arriver, bien sûr. On voit dans la presse souvent les clashs de personnalité. Mais si vraiment on respecte le code de governance, c'est clair qui fait quoi. Le chairperson est là pour contrôler le conseil d'administration, pour set the strategy. Par contre, le CEO est responsable pour toutes les opérations. Maintenant, s'il n'y a pas d'alignement entre les deux visions, à ce moment-là, on peut avoir des problèmes. Mais c'est l'idée de faire une bonne communication. Le dossier de la bonne gouvernance, finalement, a bien avancé à Maurice, parce que longtemps, c'était une espèce de sphère, que c'était une personne qui comprenait. Est-ce que ça a avancé peut-être dans le secteur privé, dans le secteur public, ça a avancé, on comprend maintenant c'est quoi la bonne gouvernance? Oui, je pense qu'il y a quand même tous les rapports annuels, ils ont une section sur le Corporate Governance Report. Il y a des compagnies comme Pricewaterhouse qui font le Corporate Governance Awards. Je pense de plus en plus dans toutes les grandes compagnies. Maintenant, quand on arrive au niveau des petites entreprises, les SMEs, ça c'est peut-être autre chose. En tant que journaliste, comment je dois voir? Parce que généralement, quand on me parle de governance, j'ai 75, 100 mots avec un petit bordeaux. Bon, voilà, nous sommes compliant. Comment on peut vérifier si une compagnie est vraiment compliant à la bonne gouvernance? Il y a des papiers à l'intérieur que je vais regarder, des chiffres. Oui, ou bien c'est du goodwill. C'est-à-dire, bon, vous me dites que vous êtes compliant, ok. Non, c'est à travers le rapport annuel. Le rapport annuel va détailler qu'est-ce que la compagnie a fait, qui est en règle avec la bonne gouvernance. Et si jamais ils n'ont pas pu faire, ils ont besoin de explain pourquoi ils n'ont pas fait. Alors, en lisant toute la partie de corporate governance, de tous les rapports annuels, vous allez voir ce qui se fait en détail. Il y a quelques jours, vous avez lancé, avant la bagatelle, le Position Paper 2 de l'Audit Committee Forum. Ouais. Donc, un guideline pour le Audit Committee on Data Protection. Ouais. Pourquoi ce sujet assez compliqué? On va dire que c'est assez compliqué. Oui, oui. Mais au fait, c'est une des responsabilités d'un Audit Committee. Si jamais il y a des breaches of data protection, il y a quand même une législation derrière qui fait qu'il y a quand même des périodes d'emprisonnement, des amendes. À Maurice, c'est moins fort qu'il y a sous le GDPR, mais quand même, c'est de plus en plus une des responsabilités des compagnies parce que tout le monde a des données et tout le monde a des données qui sont des données personnelles. Alors, on réalise que les compagnies comme Google, Amazon, ils sont devenus riches avec nos données. Nos données personnelles, eux, ils sont en train de vendre avec des tierces personnes. Mais c'est dangereux, c'est dangereux. Les données de Linda Mamie sont en train d'être vendues par peut-être le numéro 1 des search engines dans le monde. C'est ça le problème. Alors, c'est pourquoi il y a des législations qui essaient de protéger l'individu, que chaque compagnie a besoin d'avoir les data protection officers, des data protection controllers. On a besoin d'être clair, encore une fois, quand on a une communication avec des membres, on dit pour nous les membres, qu'est-ce qu'on va faire avec leurs données. On a besoin d'utiliser les données que pour le besoin qui s'est spécifié. On ne peut pas prendre la liste de nos membres et donner à une autre association qui veut faire un mailing list. D'accord, parce que quand je regarde un peu le monde financier, peut-être vous êtes au courant, on a des accords avec des pays, on est les États-Unis, on a des accords financiers, mais les données, ça doit être partagé. Peut-être la FIU est en train de partager mes données pour, je ne sais pas quelle affaire, quelqu'un est en train de vérifier mon truck. Il est en train de faire une due diligence. Donc, nos données sont partagées à notre insu ou pas. Exactement, oui. Alors, nous, on a besoin de savoir à qui on donne nos informations, qu'est-ce qu'ils vont faire avec.
Est-ce qu'on a le droit de les demander de détruire ces données après une certaine période? Mais c'est assez complexe. Donc, je parle un peu de la haute finance, mais quand je vais dans un magasin, vous aussi, vous allez voir vos collaborateurs. Généralement, on prend votre code d'identité, on fait une photocopie, on vous donne ceci, parce que vous achetez une bouilloire. Voilà, on a une tonne de données pour acheter une bouilloire. Oui, alors. Est-ce que je suis couvert par le data protection de cette compagnie-là? C'est ça qu'il faut demander. Pourquoi ils ont besoin de votre code d'identité? L'autre jour, on est rentré dans un bâtiment, ils ont demandé notre mobile phone number. Alors, on a dit, mais est-ce qu'ils ont le droit de prendre notre données personnelles ou bien est-ce que dans le contexte de COVID, c'est pour le contact tracing si éventuellement il y a une contamination? Donc, je peux comprendre si vous allez dans un endroit COVID, un endroit où le COVID est peut-être à l'hôpital de INT, on peut vous demander votre numéro de téléphone. Mais si vous rentrez dans le bâtiment où vous êtes là, l'île Maurice, le ministre de la Santé dit Maurice est un COVID-free, je ne vois pas pourquoi on est en train de... Est-ce qu'il y a un danger pour quelqu'un au niveau du data protection? Il prend sa facture d'eau, il jette ça dans la poubelle? Est-ce qu'il y a un risque? Dans quelle façon on peut attaquer la CWA, le CEB pour ça? Parce que oui, parce qu'il y a mes données, il y a mon numéro de télé, il y a tous mes données là-dessus, comme l'électricité que je consomme. Ça doit être personnel, ça. Oui. Bon, je n'ai pas pensé à cet exemple spécifique, mais... Faudrait penser. Parce que jamais arrivé sur la question, bon, on parlait de... Bon, ça c'est un cas particulier, mais si une compagnie perd mes données, parfois vous allez sur CNN, vous allez sur Bloomberg TV, j'espère que vous suivez un peu l'actualité. Bon, ils ont été hackés 1,2 million de comptes, détails de comptes sont de haut, on parle de grosses banques. Alors, quel est le risque pour une entreprise et pour le board quand ce genre de truc arrive? Mais c'est ça, c'est pourquoi on a fait ce papier-là, parce qu'il y a quand même des risques de data breach. Mais on avait fait le launching avec le Data Protection Officer. Et je pense qu'une personne avait demandé la question. Elle a dit, pour le moment, à Maurice, on n'a pas eu des big data breaches. Mais ça ne veut pas dire que dans l'avenir, on va... Mais ça peut être interne. On parle de hackers, mais ça peut être interne aussi. Un employé que vous êtes près de mettre de haut, je garde un peu les détails, après comment vous me cassez, je vous détruis. C'est tellement facile de copier des données. C'est tellement facile de copier. Mais est-ce qu'au niveau d'un bot, il y a des façons pour bloquer que une employée, j'accuse pas toutes les employés, mais une employée prend des détails assez sensibles, peut-être des personnes connues? Mais c'est tout est à travers la formation sur le data protection. Parce qu'il y a quand même, chaque compagnie a besoin d'avoir un data protection officer qui est censé de regarder la façon qu'on utilise les données, qu'on stocke les données, qu'on partage les données. Il y a un thème que j'ai beaucoup entendu avoir la barrette, c'est le GDPR. Oui. Tout le monde dit GDPR. On me dit, tu vas prendre une photo de GDPR, tu vas pas le droit de prendre ce numéro-là. C'est quoi, au fait, ce GDPR qui est un peu à la sauce du Data Protection Act de Maurice? En fait, ça, c'est la loi européenne qui est venue en force en mai de l'année dernière, si je ne me trompe pas, et que tout le monde qui travaille avec les citoyennes de l'Union européenne ou avec des entreprises qui sont en Europe ont besoin de comply avec leurs règlements. OK? Et ce qu'eux, ils ont fait les amendes très très chères. Je crois que c'est 2% du chiffre d'affaires de la compagnie. Alors, ça devient une grosse somme. C'est comme ça qu'on entend dans la presse que telle compagnie a fait un breach, ils avaient à payer une amende. Par contre, à Maurice, les amendes sont captes, je crois, à une certaine somme. Je pense que Mme Ojuda avait parlé d'une certaine somme. Elle avait dit ça, oui, mais il y a quand même l'emprisonnement possible, qu'il n'y a pas avec le GDPR, si je comprends bien. Alors, voilà un peu. Mais est-ce qu'il y a des nouvelles lois qui se mettent en place là, au niveau des directeurs pour cela? Pour la protection des données, peut-être d'un employé, d'un client, du manager qui est dans le board, de sa propre. OK.
Il y a ce qu'on appelle le D&O Insurance, Directors and Operators Insurance, qui couvre un Data Protection Officer. Alors, si jamais une personne a fait un data breach qui crée un problème dans l'entreprise, il y a quand même cette assurance. Mais qu'est-ce qui se passe si cette personne-là, c'est un whistleblower? Parce que souvent on parle de, voilà, Oui, vous me dites data breach, l'autre personne il dit non, mais je ne suis pas data breach, moi, je suis un whistleblower. Je ne suis pas d'accord, on est en train de faire des choses qui ne sont pas selon la gouvernance. Normalement, un whistleblower va identifier une personne spécifique qui a fait quelque chose de malhonnête. Par contre, un breach of data, normalement, ce sont des milliers de données qui sont libérées, envoyées à d'autres personnes. Alors, je pense qu'il y a une différence entre whistleblower et un data breach. Ouais. Quels sont un peu les projets, pour terminer, les projets du MIUT? OK. Bon, bien sûr, on continue avec nos forums. Alors, on essaie de faire des papiers sur d'autres sujets. Possiblement, pour le Directors Forum, on va faire sur les family businesses. Parce que ça va être un beau sujet. Oui. Pour le Position Paper 9, pour l'Audit Committee Forum, je ne pense pas qu'on a finalisé encore. On a 2 ou 3 titres qu'on est en train d'imaginer. J'avais déjà parlé de notre Directors Development Program. On est arrivé au niveau de Postgraduate Certificate Assessment. On espère que notre premier cohort va terminer vers la fin d'année. Alors, ça va être vraiment un premier pour avoir un award en corporate governance. Nous avons les workshops sur risque qui vient, sur artificial intelligence, AI. Donc, vous avez un calendrier très chargé, bien rempli au niveau de la formation. Linda Mamé, merci beaucoup. Je sais que vous êtes très prise aujourd'hui. Merci.